l'évaluation internationale, des changements stratégiques de nos alliés, notamment américains, de la cybermenace, de l'augmentation des budgets militaires et de la montée du terrorisme, pour ne citer que. 4 ans seulement après, ce livre blanc nécessitait une revue en 2017 et 4 ans encore après, une actualisation en 2021. Cela reconnaissait une extension de la conflictualité à d'autres milieux et à d'autres champs, prenant acte désormais d'un monde en compétition permanente, tenté par la contestation et au seuil d'un affrontement majeur dont le franchissement redevient probable. Les tentatives de déstabilisation des démocraties, notamment par les manipulations de l'information, l'extension des capacités numériques offensives et des stratégies hybrides. Ces documents ont amené à adapter notre modèle en développant et structurant les capacités nouvelles dans le cyberespace, comme dans l'espace exo-atmosphérique, par exemple. Il ne m'étonnerait donc pas qu'assez rapidement, nous ayons encore à plancher à nouveau, collectivement, au vu de la cadence toujours plus rapide et de l'ampleur sans cesse grandissante des évolutions stratégiques qui semblent se profiler. Bien évidemment, cette accélération du tempo concerne également nos partenaires et les compétiteurs potentiels. Et il ne vous aura pas échappé que nombre d'instances internationales se mettent, elles aussi, en ordre de marche pour élaborer ou se doter d'une politique ambitieuse ou de stratégies de sécurité rénovées. Pour ne citer que 2 d'entre elles, l'Union européenne d'abord, qui vient de publier sa boussole stratégique, et l'OTAN qui révise son concept stratégique datant de 2010 pour une officialisation au sommet de juin 2022 à Madrid. Ce premier constat met donc l'exergue sur l'idéation de ce que l'on veut ou doit faire pour agir et influer sur l'environnement stratégique efficacement, afin de préserver notre sécurité et nos intérêts dans un souci permanent de recherche de relations pacifiées, ou tout du moins d'une compétition la moins agressive possible. En bref, il s'agit en permanence de s'ériger et d'apparaître en puissance d'équilibre crédible, apte à mettre en œuvre, si nécessaire, la force légitime pour décourager ou affronter un compétiteur sourd à la raison ou mal intentionné et qui finirait par franchir le seuil du déclenchement du conflit armé. Le deuxième constat concerne les délais incompressibles, généralement inscrits dans le temps long, disons 10 à 15 ans, pour traduire la stratégie ainsi adoptée en capacité opérationnelle militaire d'un modèle d'armée crédible, équilibré et cohérent, apte à remplir tout le panel de missions requis avec la réactivité et la performance attendue par l'autorité politique. Ceci oblige donc, plus encore que par le passé, à rechercher l'agilité dans la construction de ce modèle d'armée et les évolutions du modèle présent. Ainsi, notre capacité à adapter rapidement notre modèle d'armée à nos stratégies, elles-mêmes dictées par des évolutions d'environnement, constituera un prérequis indispensable pour rester en mesure de gagner la guerre avant la guerre tout en la menant si nécessaire, selon les termes mêmes du chef d'état-major des armées. Si je ne devais prendre qu'un exemple, cela serait celui de la problématique de la supériorité technologique. En effet, aujourd'hui, de nombreuses technologies performantes sont accessibles de plus en plus aisément, ne serait-ce que par la prolifération, et viennent défier nos propres capacités par nivellement. Plus spécifiquement, je pense au déni d'accès qui peut nous priver de la liberté d'action nécessaire à l'efficacité opérationnelle de nos forces et nous poser un dilemme qui doit être résolu par une réflexion transverse, multimilieu, multichamp, c'est-à-dire par la formulation d'une réponse de nature hybridée, privilégiant la concentration des efforts et l'économie des moyens, et visant à faire converger des actions dans les milieux et champs les plus adaptés pour obtenir l'effet le plus optimal, que l'on retrouve donc dans le concept d'intégration tel qu'il est défini dans le concept d'emploi des forces, et qui demandera encore des réflexions qui sont aujourd'hui bien lancées pour le concrétiser et l'opérationnaliser. Après ces constats, j'aimerais mentionner quelques défis qui attendent notre communauté de la pensée militaire. Pour ne citer que la conceptualisation puis la définition du combat collaboratif adossé à un commandement et un contrôle interarmés, probablement à repenser pour le rendre plus agile. Le choix des outils de communication et de traitement d'informations pour permettre l'intégration dans un contexte multimilieu, multichamp et l'anticipation. La place de l'intelligence artificielle dans nos systèmes comme dans nos processus décisionnels. L'émergence de la robotisation et des drones. Le renouvellement ou l'adaptation des capacités des milieux traditionnels qui sont aujourd'hui déjà bien engagés pour des mises en service dans un horizon de plus de 10 ans.
les moyens d'agir dans l'espace, dans le cyberespace, dans le champ électromagnétique et dans le champ informationnel. Tous ces défis dans un contexte de coopération européenne inéluctable pour des programmes d'ampleur, ainsi que dans un contexte de compétition économique et de puissance indéniable, autrement dit de concurrence, qui pourrait miner notre autonomie et contraindre nos choix. Face aux constats et défis que j'ai évoqués et devant les enjeux qui attendent les armées, il m'a donc paru utile d'organiser ce forum d'échange de cette communauté que j'appelle pour plus de commodité, celle de la pensée militaire, pour confronter nos réflexions respectives. En effet, dans le macro-processus de constitution d'un modèle d'armée qui puisse répondre à la volonté de l'ambition politique, différents acteurs au sein du ministère comme à l'extérieur interagissent depuis les analyses stratégiques jusqu'à la concrétisation du modèle, passant par une expression de besoin la plus aboutie possible, si nécessaire par des incréments. Ces acteurs sont réunis aujourd'hui autour de 2 tables rondes. La première éclairera le processus amont aboutissant à l'élaboration de la stratégie de défense appliquée aux armées et réunira 3 des acteurs essentiels dans ce processus. La Direction générale pour les relations internationales et la stratégie du ministère des Armées, l'officier général prospective et stratégie militaire de l'état-major des armées et les think tanks représentés aujourd'hui par la Fondation pour la recherche stratégique. La deuxième table ronde présentera et interrogera le processus aval d'acquisition des matériels majeurs nécessaires à nos capacités et réunira les 3 acteurs principaux de ce processus aval. La Direction générale pour l'armement, la division cohérence capacitaire de l'état-major des armées et les industriels de l'armement, aujourd'hui représentés par la société Thales Group. Il y a bien entendu les autres aspects des capacités, mais le choix de ce colloque du pilier des équipements est délibéré, car c'est celui qui est porteur d'enjeux plus spécifiques, compte tenu de la complexité, de la masse financière, des enjeux de souveraineté et d'autonomie stratégique et de la base industrielle technologique de défense. Vous le constatez, la pensée militaire, et j'aurais aussi pu commencer par cela, n'est pas seulement l'apanage des personnels des armées, mais bien celle de tous ceux qui, depuis leur centre de recherche ou leur bureau d'études, contribuent à enrichir les travaux en leur apportant des éclairages alternatifs et complémentaires. Les tables rondes seront modérées par 2 autres acteurs de cette communauté, le Centre interarmé des concepts, des doctrines et des expérimentations au titre de sa responsabilité en matière de prospective opérationnelle et de doctrine, contributeur des éclairages opérationnels pour la mise au point des capacités, représenté ce matin par son sous-directeur de la prospective opérationnelle, le colonel Francis Franck, et l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, notamment au titre de ses missions de recherche, et qui sera représenté par l'ingénieur en chef Radmarer, sous-directeur du domaine armement et économie de défense. Je nous souhaite un débat riche et varié pour que nous puissions continuer à avancer ensemble, et je cède dès à présent la parole à la première table ronde. Merci de votre attention. Messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis colonel Franck, sous-directeur de la prospective opérationnelle au CICDE. C'est à moi donc revient l'honneur d'ouvrir cette première table ronde. Mon général, tout à l'heure, vous parliez donc du processus d'élaboration amont de la stratégie de défense. Ce qu'on peut souligner dans un premier temps, c'est que ce processus, finalement, c'est tout d'abord peut-être un travail de prospective. Le travail de prospective, c'est quoi? C'est éclairer l'avenir pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut éviter? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et une fois qu'on a posé ce travail de prospective, c'est finalement l'articuler vers une stratégie pour proposer donc des options aux décideurs. Donc c'est bien ça l'objectif de ce processus amont. Et ce processus, vous l'aurez compris, implique de nombreux acteurs ministériels d'abord, mais aussi interministériels, puisque c'est une stratégie globale, tant les sujets des fois peuvent être interdépendants, voire intriqués. Ce travail donc, impose une exigence de complétude, d'analyse et de compréhension des enjeux et des risques. Donc c'est bien l'enjeu de travailler tous ensemble, mais également une exigence de partage et de cohérence des visions d'avenir au service de la stratégie de défense française. Le MINARM, par ses missions, bien évidemment, est un acteur incontournable de ce qu'on appelait tout à l'heure, dans le briefing d'introduction, l'écosystème de la pensée stratégique. Il résulte, finalement, il provient d'une sédimentation d'un certain nombre d'évolutions qui ont eu lieu donc, ces dernières années. On citait tout à l'heure les évolutions du livre blanc, qui est un bon exemple. Et on a vu apparaître lors de ces évolutions donc, de nouveaux acteurs,
d'autres qui ont disparu. Mais on a également vu apparaître des interfaces entre acteurs qu'il a fallu organiser. Donc c'était tout un défi pour les gens en place. Et on a également vu des documents de prospective et stratégie qui ont fait l'objet de nombreux travaux, livre blanc, EOF, LPM, besoins militaires prévisibles, actualisation stratégique, pour ne citer que les plus importants. L'écosystème de la pensée militaire française est donc, vous l'avez compris, un écosystème qui est d'abord vivant, connecté sur les évolutions d'actualité. Mais c'est également un outil au service de la stratégie de défense française, animé par un réseau d'experts, de sachants, pas toujours, puisque en fait, en mettant des gens qui ne sont pas forcément du milieu, ça permet d'apporter un peu une fraîcheur de vue et d'analyse dans les réflexions, et c'est toujours bienvenu dans les travaux de prospective. L'ambition de cette première table ronde est donc double. C'est d'abord permettre de mieux appréhender cet écosystème. Qui fait quoi, comment et pourquoi. Deuxième objectif, c'est finalement éclairer les enjeux et les défis de la pensée militaire à moyen et à long terme. Alors pour ceci, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin un certain nombre de panélistes. Donc, je vais commencer par Monsieur Philippe Gros. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous vous occupez de questions de nature militaire et par le passé, vous avez été chargé d'études de concepts doctrine à la direction du renseignement militaire. Voilà. Vous apporterez ce matin un éclairage sur l'influence déterminante des concepts internationaux sur la pensée militaire post-guerre froide, avec un tout petit volet historique qui permettra en fait d'introduire cette table ronde, en tout cas de poser le débat, ce qui permettra ensuite à monsieur Lascon-Jarias Guillaume de la DGRIS, bonjour, qui est donc docteur en histoire, qui a été enseignant-chercheur par son passé, chargé d'études à l'IRSEM. Vous avez été chercheur au collège de l'OTAN de Rome, et vous occupez actuellement donc la fonction de chef du pôle politique et environnement de défense à la DGRIS. Vous apporterez par votre témoignage un éclairage sur le pilotage ministériel des travaux de prospective, de recherche stratégique et de la coordination des travaux nécessaires à la préparation du livre blanc et de son actualisation lorsque c'est nécessaire. Et enfin, nous accueillons ce matin également le général Vincent Breton, qui nous vient de l'état-major des armées. Il occupe actuellement le poste d'officier général prospective et stratégie militaire. Vous êtes également officier général innovation de l'EMA. Et vous occupez enfin aussi du développement durable donc au sein de l'état-major. Vous avez occupé un certain nombre de responsabilités politico-militaire au niveau de l'Union européenne. Vous avez travaillé donc à la représentation militaire française de l'Union européenne et un peu auparavant vous étiez donc vous avez travaillé au sein du cabinet du chef d'état-major des armées. Donc vous avez une compréhension haute des différentes problématiques que nous allons aborder ce matin. Et votre contribution permettra de comprendre comment au sein cette fois-ci de l'état-major des armées nous élaborons la pensée militaire au sein des armées, des directions, mais également des services. Voilà. À l'issue de cette table ronde, on aura donc posé un certain nombre d'éléments qui permettra ensuite d'aborder la table ronde numéro 2, mais sans tarder, je vais laisser la parole à M. Philippe Gros, qui va nous apporter son petit éclairage. Merci infiniment. Hop là. Mon général, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, mesdames, messieurs, c'est un redoutable honneur et un plaisir d'être ici et de m'exprimer devant votre assemblée sur ce thème particulièrement riche et complexe. Cette présentation, comme l'a dit le colonel Franck, est axée sous le signe, je dirais, d'un certain nombre d'enseignements personnels, hein, tout à fait, je pense, discutables, voire contestables. Hein. Je pense que dans la discussion, on aura l'occasion, je pense, d'aborder un certain nombre de points sur un certain nombre de facteurs structurels et de passé récent. Qu'est-ce qu'on va aborder dans cette... hop, on fait comme ça. Hop.
je vise quoi en fait? Pardon, excusez-moi, désolé. Bon. Ah, c'est bon. D'accord. D'accord, ok. On va donc, pardonnez-moi, on va tout d'abord, simplement sur le plan historique, la ligne rouge de cette présentation concerne en fait l'influence déterminante des concepts principalement américains sur la pensée stratégique, sur notre pensée stratégique, depuis surtout cette période, on va dire, post-guerre froide. Alors, depuis toujours, il y a des influences conceptuelles croisées entre puissances. Hein, ça, on va adresser quelques petites introductions sur ce plan-là. Il s'agit ensuite de voir les vagues conceptuelles américaines depuis la fin de la guerre froide, particulièrement de se pencher sur ce plan-là, sur le cycle de vie d'un concept américain. Parce qu'un concept américain, c'est un objet qui a un cycle de vie. Quelle que soit en fait la nature du concept, on en revient toujours à peu près au même, et de voir ensuite ce qu'on peut en tirer sur l'impact sur la pensée militaire française. Alors, depuis toujours, il y a une influence internationale des conceptions militaires émanant d'une entité stratégique, hein, en gros de l'Antiquité jusqu'à la période de la Renaissance. Il y a une influence conceptuelle militaire entre puissances via notamment des canaux informels, hein, échanges ou tout simplement les résultats du champ de bataille. Hein. À partir je dirais d'une période, c'est on va dire de la Renaissance au XVIIe siècle, il y a une émergence de ce que j'appellerais la doctrinalisation moderne, c'est-à-dire simplement avec l'imprimerie, etc., fait qu'il y a une quantité de traités qui viennent, et là il y a un rayonnement qui commence via la formulation de ce qu'on pourrait appeler des embryons de doctrine qui étaient partagés dans des tas de domaines, en Italie, en Allemagne, en Espagne, etc. Et donc l'émergence d'une pensée militaire, on va dire, moderne et de sa diffusion. Alors, dans la période contemporaine très récente, hein, ce dernier siècle, il y a de multiples exemples d'influences croisées. Je vous en cite quelques-unes. Hein. L'influence des conceptions russes concernant la manœuvre dans la profondeur sur la création de l'operational art américain, hein, sur la doctrine Airland Battle, le concept de Military Technical Revolution développé par les soviétiques sur la base de leur appréciation et de leur systématisation intellectuelle des développements américains, notamment à l'occasion d'Airland Battle, que les Américains reprennent à leur compte pour formuler le concept de révolution dans les affaires militaires, l'influence des Effect-Based Operations, Network-Centric Operations sur les conceptions de l'ensemble des puissances, exemple également l'influence des conceptions maaniennes sur les inflexions récentes, notamment depuis 2015, de la marine chinoise, dans son extension, on va dire, vers le grand large, depuis impulsé par Xi Jinping, par exemple. Alors ça, voilà, bon, c'est quelques exemples. Ceci posé, on a donc dans les vagues conceptuelles américaines post-guerre froide, on a des concepts à influence variable. Alors il y a ce que j'appelle des concepts structurants, des métaconcepts qui j'entends par métaconcept des concepts qui dépassent une seule armée, dépassent un seul service aux États-Unis et qui en gèrent plusieurs fonctions opérationnelles, qui vont avoir des conséquences déterminantes sur l'ensemble du spectre d'ORES. Alors là, bon, j'en ai certainement laissé tomber du camion. Mais si on les cite rapidement, on a les Effect-Based Operations, la Revolution in Military Affairs, les Network-Centric Warfare Operations, les Info-Ops, les Stability Operations, les Counter-Insurgency, Hybrid Warfare, les Global Commons, Anti-Access Area Denial, et le fameux A2AD, les opérations maintenant multi-domaine au début de la décennie, et maintenant Joint All-Domain Operations, Joint All-Domain C2, Mosaic Warfare maintenant, et on pourrait, le Seabed Warfare est peut-être, enfin, je pense, c'est comment dire, je dirais le potentiel pour, même si c'est un cas un peu particulier, pour devenir un métaconcept. Mais il y a également les concepts sur les méthodes et les processus institutionnels. Il n'y a pas que les concepts sur l'environnement, la conflictualité et les stratégies. Alors, typiquement, EBO également, sous cet angle-là, c'est même le cœur du concept EBO, les info-ops, tout ce qui est perspective systémique.
de différentes natures, que ce soit de ciblage ou dans l'Ops design typiquement, qui est une perspective systémique également, et puis typiquement l'approche du CDNI, le CICDE, l'émergence, la mise sur pied du CICDE est une conséquence directe de l'appréhension de l'approche CDNI américaine au début des années 2000. Alors il y a aussi des concepts à rayonnement plus limité, comme par exemple Operational Maneuver from the Sea. RC Battle également n'a pas tant que ça embrayé sur le plan influence internationale, même si ça a été fortement débattu quant au contexte américain, mais il n'y a pas tellement eu d'appréhension par de multiples autres entités, le concept de political warfare, de l'USOCOM, etc., etc. Il n'y a que quelques concepts structurants extérieurs aux Américains durant cette période. On va revenir après sur le cas français plus particulièrement, mais il y a typiquement tout ce qui est Peace Operations dans les années 90. Les Américains ont beaucoup contribué à ça, mais en réalité, il y a eu, au sein de l'OTAN, au sein de l'ONU, etc., il y a eu un bouillonnement conceptuel qui dépasse de loin ce que les Américains ont produit. Le concept de comprehensive approach, c'est typiquement le concept d'anneau britannique. Il y a aussi des concepts comme la pseudo-doctrine Gerasimov, puisqu'en fait, Marc Galeotti a dit que ça n'en était pas une, mais qui est typiquement, en gros, la ressucée de, une stratégie hybride sous le seuil, etc., etc. Alors, il y a de multiples causes à cette influence. Déjà, il y a le caractère très simple, certains jugeront simpliste, générique, voire universaliste de beaucoup de concepts américains. Et en gros, que c'est applicable de manière générique dans beaucoup de situations et par beaucoup d'appareils de force. Il y a évidemment l'avance américaine sur le plan technologique, capacitaire, etc., etc. Il y a tout simplement aussi sur le plan institutionnel l'énorme densité du nombre d'organisations, entre toutes les organisations institutionnelles, les think tanks, donc un niveau de bruit émanant principalement de Washington permanent. Et puis, il y a les stratégies de marketing et les relais d'influence. Alors, on se rend compte que le type d'influence, déjà le premier, c'est une forme de mimétisme adapté, transformé, etc., par les alliés et les partenaires. Mais il y a aussi un mimétisme chez les compétiteurs, c'est-à-dire que les compétiteurs, Russie, Chine, etc., ne font pas que développer des contre-mesures face à ces concepts et leurs conséquences capacitaires, mais les adoptent également dans une large part. Quand vous lisez, par exemple, les documents, je ne sais pas, un travail que j'ai sur l'exemple récent sur la guerre électronique russe, par exemple, sur la REB, vous êtes sidéré de voir l'adhésion totale au principe du Network Centric Operations américain, à la décortiquage du C2 que les Américains ont fait depuis sense-making, quality of information, c'est exactement ça. Et ça, dans les doctrines, je dirais, de la guerre électronique russe. Il y a une adhésion assez impressionnante. Et dans les écrits chinois également, il y a des choses qui reviennent, tout à fait. Alors, le cycle de vie d'un concept américain, en fait, ces différents concepts, quelle que soit leur nature, la plupart ont la même logique. Déjà, il y a une substance qui est généralement préalable à la formulation du concept. C'est un phénomène stratégique, opérationnel, capacitaire ou technologique déjà en cours. Très peu de concepts américains présentent quelque chose de nouveau. Il y en a eu quelques-uns dans les années 90, au moment où les Américains faisaient leurs aggiornamento complets, comme nous d'ailleurs, sur la définition des OPEX, des théâtres d'opérations extérieures, etc. Par exemple, Operational Maneuver from the Sea était quelque chose d'assez nouveau. Ship to Objective Maneuver, etc., des Marines, de la Navy, c'était des choses assez nouvelles. Mais la plupart, le phénomène est déjà préexistant. Par exemple, pour on va revenir sur le cas de BO, mais Network Centric Warfare, par exemple, vous aviez déjà c'est la maturation et la mise en œuvre des programmes de nouvelles technologies de l'information et de la communication, la numérisation, qui amène à la formulation de Network Centric Warfare. Et c'est ça pour la plupart des concepts. Actuellement, Multi-Domain Operations, la problématique de l'intégration de la dimension du champ informationnel, du spatial, etc., se pose pour les Américains depuis plus de 20 ans. Le fait de devoir manœuvrer par rapport dans les différents champs au milieu en tant que tel, c'est une question de degré dans l'intégration, mais dans la logique, c'est un problème qui se pose déjà depuis plusieurs décennies. Alors, à cette substance préexistante, correspond il y a la deuxième phase, c'est la phase d'émergence, la qualification du concept. Alors il y a 4 logiques.
Là, c'est un travail qu'on avait fait il y a une dizaine d'années pour l'IRSEM sur le mécanisme d'innovation. Comme les Américains en font certains, nous aussi, on avait fait ce travail d'études sociologiques sur les mécanismes d'innovation. Et donc, on avait identifié 4 logiques de l'innovation initiée par les concepts. 4 logiques qui ne sont pas exclusives l'une des autres. La première, c'est exploiter une opportunité technologique. C'est typiquement le cas de Network Centric Warfare Operations dans les années 90. Il n'y a pas forcément de problème stratégique à résoudre, simplement il faut saisir l'opportunité technologique des NTIC. Il y a trouvé une solution à un problème stratégique rémanent. Là, à l'heure de la compétition stratégique, d'un retour des Américains à une logique threat-based, tournée vers une menace, en l'occurrence la Chine, clairement en P1, vous avez typiquement Multi-Domain Operations correspond, et les Joint All-Domain Operations correspondent typiquement à cette deuxième logique, non exclusive, encore une fois, de l'exploitation des opportunités technologiques. Peut s'agir également de s'adapter réactivement à un problème opérationnel. Là, on est typiquement dans le cas de la counter-insurgency, par exemple, où là, l'adaptation est réactive, elle est souvent bottom-up et en dépit de l'institution. Il faut forcer. Alors que les 2 autres cas, on est sur quelque chose qui est piloté, souvent top-down par l'institution. Ou alors la focalisation des efforts dans la compétition institutionnelle. Alors dans cette compétition institutionnelle, on a souvent tendance à la réduire, nous, regardez, c'est pour l'obtention de crédit. Oui et non, en réalité, enfin dans le débat stratégique, je m'entends, hein, je n'insulte pas votre intelligence, vous qui êtes en lien avec les Américains et qui éprouvez à des effets d'échelle des phénomènes différents, mais de manière générale, dans le débat stratégique, on a souvent des fois en tendance, en dehors de la défense, de dire oui, mais c'est pour les obtentions de crédit, etc. En réalité, chez les Américains, il y a ça, évidemment, il y a cette dimension qui est omniprésente, certes, mais elle ne peut à elle seule résumer le développement des concepts émanant des différents services, tout simplement parce que la formalisation de ces concepts découle d'une vision radicalement différente de la guerre. C'est même encore plus exacerbé que chez nous, au vu de ce que j'ai pu me rendre compte. C'est-à-dire que, typiquement, un officier des Marines ne pense pas du tout la guerre de la même façon qu'un officier de l'Air Force. Et ça va bien au-delà de c'est pour garder nos crédits, etc., etc. Alors la finalité de l'émergence de ces concepts, c'est de polariser évidemment les stratégies opérationnelles et capacitaires. La plupart du temps, vous savez, dans les mécanismes d'innovation, il y a une des thématiques du débat, généralement dans l'histoire, on se dit, est-ce que ça vient de l'extérieur de l'institution militaire ou de l'intérieur ? Ça dépend des périodes, des époques, etc. Dans le cas américain, la quasi-totalité des concepts émanent de l'interne aux institutions, généralement d'un service, voire d'une communauté fonctionnelle. Par exemple, le Network Centric vient de la communauté des spécialistes de la NTIC, la communauté J6, les spécialistes des InfoOps au sens large, Martin Libicki et d'autres à la National Defense University, etc., etc. Ensuite, il y a la phase de diffusion et de débat. Alors, il y a des mécanismes pluriels. Il y en a 2 principaux, soit les processus institutionnels, typiquement le CDNI, le Wargaming ou autres, etc., ou le débat stratégique plus large, s'appuyant sur les think tanks et autres, etc. Les 2 n'étant pas exclusifs encore. Ensuite, il y a les variables clés de cette diffusion. Alors là, sur le plan sociologique, c'est particulièrement important, c'est-à-dire que le concept se diffuse s'il est en consonance avec les référentiels, donc les cadres d'interprétation préexistants des différentes communautés utilisatrices. Il y a les cadres cognitifs dans la compréhension des phénomènes à l'œuvre, voire normatifs dans ce qu'il faut faire. Et typiquement, EBO rentre comme dans du beurre, Network Centric rentre comme dans du beurre dans l'appareil de défense américain, parce que ça correspond à ces référentiels préexistants. Mais il y a naturellement également le rôle des médiateurs, l'individu, forum, etc. Par exemple, à l'occasion de NCO, c'est même bien au-delà ça va bien au-delà typiquement d'un concept comme EBO, Network Centric. Vous avez le marketing énorme fait par le Command and Control Research Program, etc. C'est-à-dire des effets de levier très importants pour diffuser la bonne parole. Dans ces débats, il y a des tournures classiques qui reviennent systématiquement. Par exemple, le débat sur le caractère novateur. Systématiquement, vous aurez à un moment un article « Is it odd one in new battle ?» Et donc, généralement, les promoteurs, les turiféraires du concept répondent en disant « Oh, non, pas du tout, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. D'ailleurs, guerre du Péloponnèse, guerre de sécession, guerre du Pacifique. » On donne des exemples et on étaye sur le plan historiographique le concept pour asseoir sa légitimité intellectuelle. Autre trait typique, le gonflement du concept, c'est-à-dire qu'on va lui associer de multiples idées, soit dès l'initiation, soit dans le débat, on va lui associer de multiples idées corollaires, mais qui ne sont pas forcément liées. Prenez l'exemple de type je reprends l'exemple de Network Centric. Network Centric est très rapidement connecté à la notion de révolution dans les affaires militaires. Il y a une RMA parce qu'on fait Network Centric. Alors qu'en réalité, Network Centric, quand vous réduisez à la poêle pendant 10 minutes, c'est
une grille de capteurs, une grille de C2, une grille d'effecteurs, et tout ça correspond. À la base, c'est ça. Mais ensuite, il y a les emphases et les implications stratégiques de ça. Est-ce que ça révolutionne la guerre ou pas, etc., etc. EBO, à la base, ça n'est jamais qu'une méthode de planification et de conduite. À la base, le noyau. Ensuite, il y a, du fait de l'Air Force elle-même, là pour le coup, l'association a, voilà, ça révolutionne l'Air Power, ça révolutionne donc l'action stratégique, etc., etc., etc. Mais vous avez, voilà, une association d'idées, et sur multidomaine, on a le même genre le même genre d'association, de cluster d'idées qui se créent, pour le meilleur ou pour le pire, pour la vie du concept. Alors, ensuite, justement, il y a la phase d'adoption ou de rejet. Alors là, il faut bien distinguer deux choses dans les concepts américains. Il y a le degré d'appropriation du concept, c'est-à-dire sa socialisation au sein des communautés utilisatrices, et l'institutionnalisation. Son inclusion dans les doctrines, les organisations, la prépa ops, les équipements, etc. Là encore, quand vous prenez l'exemple d'EBO, vous avez une claire différence entre les deux. C'est-à-dire EBO a connu une appropriation et une institutionnalisation beaucoup plus tardive, d'abord dans l'Air Force, et beaucoup plus tardivement dans l'Army et les Marines, ce qui était assez rétif, mais alors même que le rétex d'Irak et d'Afghanistan avait amené des états-majors de l'Army et des Marines à utiliser informellement l'EBO, enfin les éléments de l'EBO. Alors les variables, c'est évidemment là encore la consonance avec la culture institutionnelle. L'approche, il y a également l'appropriation instrumentale, évidemment. Typiquement, ça peut être un label retenu par les acteurs de la BITD, par les institutions, dans la logique de la compétition institutionnelle. Et comme je le disais, l'association aux idées corollaires est des fois, typiquement, Network Centric Warfare s'est cassé la figure parce qu'on l'associe à RMA. Et donc, alors en réalité, et on en revient, c'est la phase suivante. La numérisation elle-même s'est poursuivie. Les principes de base de la théorie de NCO sont validés. Vous le savez 10 fois mieux que nous sur le terrain. Les principes de ce qu'apporte la numérisation sont validés tous les jours que Dieu fait en opération depuis 20 ans. Mais il n'en reste pas moins que dire il y a une sorte de oui, non, c'est la révolution, la révolution dans l'art de la guerre, non, etc., etc. Ce qui fait que ça a plombé la qualification du concept. Donc il faut toujours bien distinguer dans les concepts américains. L'enseignement, c'est ça. Il faut particulièrement distinguer l'étiquette, qui est emphatique, mais souvent volatile, et la substance qui se pérennise. Sinon, on n'y comprend rien, on parle de tout et de rien en permanence. C'est tout le problème que moi je constate depuis 25 ans, au sein de l'institution ou en dehors. La vie d'un concept américain, c'est 5-10 ans, en fait. Mais les substances, vous avez des lignes d'effort qui se poursuivent, qui vont se poursuivre encore à l'avenir. Alors, la question que je me pose, de manière un peu provocante, je vous prie de m'en excuser, c'est pour ouvrir le débat, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effet de suppression au sens artillerie, hein, c'est-à-dire en gros avec ou armes collectives, où on est obligé de baisser la tête, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas un effet de suppression relatif sur la pensée militaire française ? Les postures généralement de réception des concepts américains sont généralement de prime abord assez critiques. Et puis il y a ensuite un travail de filtration, et là vous en êtes la bonne expression et vous en êtes les bons représentants, un travail de filtration, d'adaptation, voire de transformation de ces concepts, soit via l'OTAN, et notamment là on peut noter le rôle particulièrement important des Britanniques comme médiateurs, hein. On a tous connu dans les Cénac le fait de, de proposer des idées en contrepoint, ça passe mieux quand les Britanniques sont d'accord avec nous, parce que quand les Britanniques parlent, les Américains les écoutent plus que n'importe qui, ou alors en national directement. Alors il peut s'agir d'une adaptation des métaconcepts, comme je l'appelle, hein, c'est typiquement la logique émerge l'idée d'infovalorisation dans la lignée du débat sur NCW. Par rapport à la counter-insurgency américaine émerge typiquement, par exemple, dans l'armée de terre, la formulation d'un concept intermédiaire de contre-rébellion qui est différent du concept américain. Là, le travail qu'on fait actuellement sur l'intégration multimilieu, multichamp, qui n'est pas tout à fait le concept américain, même si naturellement, le débat en découle, et plus encore dans l'institutionnalisation détaillée de ces concepts par domaine d'ORES et dans les différentes fonctions opérationnelles, où là, c'est là où la filtration, l'adaptation, voire la transformation joue à plein. Typiquement, pour ne parler que de l'exemple de mon exemple, entre guillemets, toute la mise en œuvre, je dirais, des perspectives systémiques dans le domaine du renseignement, de l'appui renseignement au ciblage, etc., typiquement. Il y a les conditions de ces appropriations, de ces institutionnalisations. Il y a une variable qui est le degré de spécificité stratégique,
ou institutionnel des concepts américains, le fait qu'ils portent plus ou moins, qu'ils sont plus ou moins génériques, ou qu'ils sont particuliers à l'institution, comme l'exemple de RC Battle dont je parlais préalablement. Il y a évidemment dans les invariants le différentiel capacitaire, qui va dicter pour partie la question de la filtration. Les prismes aussi, les prismes différenciés des cultures institutionnelles, notamment l'interopérabilité des cultures métiers. Hein, la filtration ne va pas du tout être la même selon qu'on est dans une culture métier air, mer ou terre, et avec des spécificités culturelles qui vont être dans cet ordre-là, d'ailleurs, mer, air et terre, dans je dirais l'importance du filtrage. Et le prisme permanent, évidemment, là, de la culture stratégique nationale, puisque là, il y a en transverse, en matriciel, il y a bien un différentiel qui se pose, quelles que soient les armées. Et ensuite, dernier point, et je terminerai par là, il me semble, mais ça encore, hein, c'est à discuter, il me semble que la réciprocité de l'influence est en fin de compte assez ténue. C'est-à-dire qu'on a une pensée militaire qui est très critique, qui est très productive, qui est très, très active, mais on a déjà, premièrement, on a assez peu, nous, de concepts structurants, de métaconcepts dans la période post-guerre froide. Moi, j'en vois un principalement. Alors, vous me direz, mais non, pas du tout, il y en a d'autres, etc. Certainement. Hein. Moi, je vois surtout le concept typiquement de maîtrise de la violence, qui a été élaboré à la fin des années 90. C'est un vrai concept structurant, transverse à de multiples fonctions opérationnelles, couvrant un concept large, très structurant pour l'engagement de nos forces, mis en œuvre en Côte d'Ivoire, et qui a vraiment élaboré par l'armée de terre, repris au niveau interarmé, etc., etc. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et puis, il y a de multiples causes, d'autres causes. La spécificité de la conceptualisation à la française par rapport au monde anglo-saxon. Les Américains, comme je le disais, ont des concepts très opératoires. Parfois même, on est même surpris. On dit, voilà, on a tel concept, on va mettre tel... Alors, on dit, oh, c'est quoi? On se pose des tas de questions. On dit, tiens, comment ça pourrait... Ah oui, les implications, etc. Puis, voilà, on va le mettre en œuvre, c'est ça. Ah bon, ok, c'est la matrice, machin... Ah, c'est tout, mais vous ne pensez pas que, etc. Nous, on a tendance inversement, intellectuellement, à conceptualiser beaucoup plus. Et ce faisant, il n'est pas du tout évident, je dirais, que quand on échange typiquement avec les anglo-saxons, on a des fois du mal à se comprendre. On a dit ça, du mal à interagir, hein, très, très clairement. Il y a le différentiel de masse critique. De production tout simplement, tout simplement par rapport aux Américains qui sont uniques au monde dans le domaine. Il y a peu de production en anglais, la barrière, non plus barrière du langage, c'était il y a 20 ans, là tout le monde parle anglais maintenant, mais les vecteurs de production restent quand même beaucoup plus limités. Ce qui fait qu'il y a dans la présence dans les cénacles institutionnels, là encore que vous représentez très bien, il y a une prise en compte de toute évidence assez claire de nos spécificités, tout particulièrement à des fins d'interopérabilité, c'est-à-dire que les Américains actent des tas de choses, comment dire, voilà, nous on fait pas pareil, nous on pense pas pareil, on a retenu telle option, etc., etc. Mais il n'y a pas tellement en réalité d'influence réelle, inversement, sur la pensée militaire américaine, voire alliée. C'est-à-dire que quand je vois, moi, de mon côté, ce que font les Américains dans le détail, il y a très peu de traces de ce que nous, on peut, sur le plan des concepts, de ce que nous, on peut avancer. Alors, ils prennent en compte nos spécificités, mais on influence assez peu l'appareil militaire américain, qui était, comme vous le savez, un monstre institutionnel, avec de multiples monstres que sont les services, qui sont très inward-looking, et qui donc sont peu perméables aux influences. Les Britanniques qui arrivent un peu mieux que les autres, mais il n'y a guère qu'eux. Et donc, enfin voilà, j'étais un peu trop long, je prie de m'en excuser. C'est pas grave, c'est très bien. Merci beaucoup pour ce premier décryptage, monsieur Gros. Décryptage qui nous a permis d'entrer dans le vif du sujet. Alors même si on n'arrive pas à influencer autant qu'on voudrait les Américains, il n'empêche quand même qu'on a un outil chez nous donc, qui s'appelle DGRIS et qui a un certain nombre de missions. Et donc je vais laisser la parole à monsieur Lasconge-Arias pour nous présenter ce volet. Je précise qu'on gardera à la fin de la table ronde l'ensemble des questions qui permettra d'échanger utilement. Pour les gens qui sont en distance, je rappelle qu'il est possible de poser vos questions par chat. N'hésitez pas, elles nous seront communiquées. Merci. Monsieur. Mon colonel, mon général, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, chers collègues, c'est un double défi là que j'ai. D'abord parce que après cette vision qu'a offert Philippe, j'ai l'impression qu'on va redescendre vraiment de plusieurs crans
j'allais presque dire, dans de la mamaille organisationnelle, en montrant un petit peu comment ça fonctionne, comment ça essaie de fonctionner en interne, autour de deux questions. La question de la culture stratégique, finalement. À la fois la culture stratégique comme un ensemble qui est voulu et qu'on cherche à peut-être échanger avec nos partenaires, et puis aussi une culture peut-être moins stratégique globale, mais peut-être des cultures stratégiques à la fois d'armée, de service, de sensibilité, véritablement. Le deuxième point, c'est comment est-ce que finalement cette influence fonctionne. Le sujet qui m'a été proposé de traiter, c'est en fait la question de la nécessité finalement d'une pensée innovante et en quoi est-ce que la pensée militaire peut être une pensée innovante. Et j'aimerais en fait commencer par une citation qui était faite par un auteur qui s'appelle Augier en fait, et qui évoquait la pensée d'Andy Marshall, le créateur du Net Assessment, et qui disait finalement qu'il faut gagner la prochaine guerre et tenir les devants dans une compétition militaire, et cela tient de plus en plus au fait de les tenir sur le plan intellectuel. Finalement, c'est une véritable résonance. Mon général, vous citiez les propos du SEMA. Finalement, on est déjà là. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas finalement gagner la guerre, ce n'est pas finalement un minimum de conceptualisation qui l'accompagne. Je vous rappellerai cette phrase qu'on attribue à MacArthur, mais on l'attribue finalement à beaucoup d'hommes, c'est finalement, si vous voulez avoir de nouvelles idées, lisez un vieux bouquin. Alors, je vais aller rapidement sur ce que l'on est et ce que l'on fait. J'appartiens donc au sein de la DGRIS à la sous-direction stratégie de défense. Et ce qui est intéressant, c'est que on présente ici donc le chef du bureau, qui est un militaire et qui a une double excuse. Double excuse d'abord parce qu'il est malade et qu'il est donc en quarantaine. Et la deuxième, c'est que de toute façon, même s'il n'avait pas été malade, il y avait le Conseil de stratégie de défense ce matin, un outil justement pour faire rayonner en interne cette pensée particulière. La particularité du bureau auquel j'ai l'honneur d'appartenir, c'est qu'on emploie à la fois essentiellement des civils, qui sont essentiellement des universitaires, des académiques, comme on dirait en mauvais français, mais qu'il y a aussi des militaires. Et donc là, il y a déjà une forme de réalisation commune, une sorte de fusion finalement, entre des formes de pensée qui vont à la fois se rejoindre et s'additionner pour essayer de créer finalement et de prendre part à cette fameuse stratégie de défense. Mais il me paraît déjà essentiel de revenir sur ce que c'est que non pas tellement cette stratégie de défense, parce que vous le savez tout aussi bien que moi, mais c'est plutôt en fait s'interroger sur le fait de comment est-ce qu'on fait en réalité de la stratégie. Et j'aime bien finalement un petit peu titiller les intelligences pour rappeler un article fondamental de Hugh Strachan qui écrivait en 2005 un article qui me paraît toujours important à garder à l'esprit, qui s'appelait « The Lost Meaning of Strategy », le sens perdu de la stratégie. Parce que finalement, circonscrire le terme, dire ce qu'il représente, c'est essentiel parce que quelque part, à force de parler de stratégie, finalement, nous n'en faisons plus. Nous n'en faisons plus parce que le mot a perdu et de son universalité ou de sa valeur, et que quelque part, il faut redéfinir ce à quoi ça sert pour savoir ensuite comment est-ce que nous-mêmes allons l'opérationnaliser. Et il me semble important de le définir comme étant une façon de servir à la fois et la politique, et pas simplement la politique de défense, mais aussi l'accomplissement de ses objectifs. Et donc, c'est rassembler les moyens nécessaires et les conduire, en fait, où va se tenir l'affrontement. Et c'est à mon avis un point essentiel, c'est comment est-ce que l'on va considérer le lieu où va se tenir cet affrontement. Est-ce qu'il va être économique? Est-ce qu'il va être diplomatique? Est-ce qu'il va être informationnel? Est-ce qu'il va être militaire? Est-ce qu'il va être tout ça? Philippe l'a montré, finalement, ce champ ou ce spectre est important. Et donc, quelque part, la stratégie ne peut être que globale. Je vous rappelle ce que disait le général Poirier, c'est que la stratégie est par essence intégrale. Et donc, notre stratégie de défense, elle est finalement à la fois double. C'est une partie de l'action régalienne, dans un domaine particulier. Et puis, c'est une politique publique qui a pour finalité et pour objectif, et on ne doit pas le perdre de vue, à mon avis, garantir l'intégrité du territoire et la protection de la population. C'est-à-dire que finalement, tout ce que l'on écrit devrait avoir cet objectif final en ligne de mire. Et que tout ce que l'on écrit, tout ce à quoi on pense,
doit être finalement calibré en direction de cela. Alors, je vais articuler mon propos en 4 points. C'est très peu universitaire, parce que généralement on le fait en 3. Je vais d'abord rappeler un peu ce que fait la DGRIS, et je vais aller rapidement parce que vous en avez tous entendu parler, puis c'est la partie un peu institutionnelle, c'est pas forcément le plus exaltant. Mais je dirais que le rôle de la DGRIS dans cette stratégie, il est triple, et il se conforme d'abord à une instruction ministérielle, l'instruction ministérielle 10 000, qui est de piloter au niveau du ministère les travaux de prospective, de recherche stratégique et de coordonner les travaux nécessaires à la préparation du livre blanc ainsi que son actualisation. Mon général, vous avez rappelé cette espèce d'accélération. C'est vrai que le timing ne cesse de s'accélérer. 22 ans, 14 ans, et puis maintenant finalement tous les 4 ans, voire peut-être selon les directives que donnera le politique, parce que c'est aussi ça finalement, dans l'année qui vient, une prochaine soit nouvelle revue, soit peut-être un livre blanc. J'insisterai cependant sur la différence du travail qu'il y a, parce que le livre blanc est beaucoup plus large, beaucoup plus dense, demande aussi peut-être un peu plus de temps, demande un peu plus finalement de liens avec des partenaires extérieurs, quand la revue et a fortiori l'actualisation stratégique ont été plutôt pilotés en interne. Et donc il y a peut-être déjà une différence de nature quant à la rapidité et puis le lien finalement avec le programme. L'actualisation de ce titre-là n'est pas un document stratégique sui generis, c'est une obligation d'ailleurs qui est dans la LPM. C'est aussi, il ne faut pas confondre non plus ce qu'il est. L'actualisation stratégique finalement est un produit subsidiaire de la revue stratégique. C'est quelque chose qui nous est demandé, hein, qui était finalement une exigence législative. En revanche, si on fait un livre blanc ou une nouvelle revue stratégique, là, véritablement, l'orientation, elle est essentiellement politique. Ce qui est important, c'est de voir finalement qui vont être les acteurs de l'élaboration de cette pensée. En interne, je dirais déjà qu'il y a un travail par le recrutement et la nature même des personnes qui vont travailler dans ces bureaux. Vous avez des universitaires, des gens qui ont des doctorats en sciences politiques, en histoire, en géographie, et des chercheurs qui sont à la fois soit de statut militaire, soit de statut civil. Et leur but, c'est de produire finalement ces travaux d'évaluation et de prospective pour éclairer finalement les objectifs politiques, la programmation des besoins capacitaires et la planification. Le premier point, c'est de comprendre finalement que la DGRIS, finalement, et beaucoup d'acteurs avec lesquels on travaille au quotidien sont dans cette salle, c'est que nous ne sommes pas une tour d'ivoire. Nous travaillons bien évidemment avec l'état-major des armées, nous travaillons avec la DGA, nous travaillons avec le SGA, avec la DGSE, avec les services du premier cercle, parce que, d'abord, les travaux que nous faisons leur sont destinés. Nous sommes finalement le point de départ, ou nous nous pensons peut-être un peu comme le point de départ, mais nous ne pouvons pas être un bon point de départ si nous ne prenons pas en compte les exigences de nos partenaires. Et donc, on doit savoir comment eux-mêmes comprennent leur écosystème et quelles sont leurs priorités pour mieux en mauvais français on dirait, pluguer avec ce que l'on voit du monde extérieur. La majorité de ces études peuvent être excessivement larges. Elles sont produites finalement comme étant quelquefois des travaux d'initiative, mais on peut aussi travailler sur exigence des grands commandements pour des besoins spécifiques. Je citais tout à l'heure le Conseil de la stratégie de défense, parce qu'il se tient aujourd'hui. Et le Conseil de la stratégie de défense, par exemple, c'est le moment où on part de l'existant, où on va suggérer des travaux complémentaires qui vont proposer soit des orientations nouvelles, soit nourrir des travaux préparatoires pour justement ces futurs documents stratégiques. Et ce Conseil, par exemple, a un triple rôle. Un rôle de débat, puisque finalement, c'est là où les têtes pensantes se rencontrent et arrivent finalement à argumenter pour soit retenir, soit écarter. Mettre en cohérence, bien évidemment. Si on ne parle pas déjà le même langage, ça permet de se dire, voilà, une thématique qui nous paraît importante et on va la suivre. Ou bien, ensuite, derrière, se charger d'animer l'ensemble
pour le ministère. Et il me semble important de voir ces questions-là sous deux angles. D'abord, articuler cette stratégie de défense avec les autres domaines constitutifs de cette politique de défense et donc d'autres politiques publiques. Il faut sortir du simple spectre du ministère pour comprendre soit ce qui intéresse aussi d'autres domaines, la dissuasion, le cyber, le renseignement, le contre-terrorisme, l'espace, etc., etc. Et puis le deuxième point, c'est réfléchir quand même un peu le côté forward-looking. Philippe disait que quelquefois on est trop inward-looking, mais il faut en fait sortir de nous-mêmes pour réfléchir en fait aux grandes tendances dans le long et le moyen terme. Et notamment identifier quelles seraient les surprises s'il en existe. Mon deuxième point sera finalement sur élaborer quelles sont en fait les dimensions, au pluriel ou au singulier, pour une pensée militaire au sein de la DGRIS. D'abord, l'originalité de la DGRIS, et ça tient dans son nom, c'est un peu comme le port-salut, si vous me permettez cette analogie, Direction générale des relations internationales et de la stratégie, et c'est que nous avons en fait une connaissance des relations internationales. Nous avons une connaissance par les relations bilatérales que nous avons, multilatérales aussi, mais aussi par l'animation du réseau des missions diplomatiques de défense qui permettent finalement d'avoir le retour et les échanges nécessaires aux entretiens bilatéraux et une meilleure compréhension des sujets et des thèmes que nos alliés et nos partenaires ont. Et là, on rentre aussi dans la spécificité de la pensée militaire. La plupart des MDD, eh bien, sont des militaires qui sont en place, qui vont nous donner leur ressenti, qui vont nous donner leur analyse, qui vont nous dire quels sont les centres où naît la doctrine, où s'élabore la pensée de nos alliés et de nos partenaires. Et donc, nous ne pourrons pas bien comprendre en sein des DGRIS les relations internationales militaires et nous ne pouvons pas comprendre comment s'élaborent ces doctrines si nous n'avons pas ce réseau qui est essentiel, animé justement par ces têtes de chaîne que sont les attachés de défense. Le deuxième point, c'est que nous ne pouvons pas avoir une dimension pour notre pensée militaire si nous n'avons pas un moment où s'articulent les connaissances à la fois technico-opérationnelles, régionales et politico-militaires. Et là encore, cette association unique entre militaires et civils nous donne une triple opportunité. La première opportunité, c'est d'être capable d'associer une démarche pluridisciplinaire avec des idées quelquefois originales, rarement quand même iconoclastes. On est quand même au sein du ministère, donc il y a une forme presque quelquefois d'autocensure qui s'opère. Le deuxième point, c'est qu'on s'appuie sinon sur des éléments factuels qui sont ceux de la compétition stratégique pour identifier à la fois les cadres, les problèmes et les opportunités. Et là, les méthodes propres aux militaires peuvent être un appui essentiel. Ayant l'honneur d'être réserviste de l'armée de terre, il y a le côté médote qui peut ressortir. Il y a tout simplement aussi le fait d'avoir fait un peu de planification, d'être captif, mais finalement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, des méthodes d'élaboration d'une planification opérationnelle, par exemple la COPD otanienne. Ça permet de favoriser aussi une prise en compte d'un spectre large, de ne rien oublier, et donc de recouper avec d'autres outils, par exemple issus des sciences sociales. Le troisième point, c'est d'être capable de renforcer l'analyse purement militaire, par exemple l'analyse des équipements dans leur dimension qualitative et quantitative, pour l'accompagner avec des considérations politiques, économiques, par exemple, interroger une BITD au regard des équipements qui sont fournis. On peut aussi s'interroger aux aspects logistiques, en questionnant les chaînes de valeur et d'approvisionnement, mais aussi, bien évidemment, on l'a cité mon général, les questions technologiques. Dans tous les cas, ce sont les apports croisés de l'expérience militaire, plus que d'ailleurs une pensée sui generis, avec le vécu de civils qui ont un vernis plutôt académique, qui permet de mieux comprendre pour mieux anticiper, avec finalement des fertilisations croisées autour de deux apports, l'autonomie et l'indépendance, si possible, intellectuelle. Alors, en dernier point, est-ce que l'on peut véritablement éclairer le futur? Y a-t-il une place, ou du moins quelle est la place de la pensée militaire dans la prospective? Alors, l'idée d'une prospective de défense, c'est qu'on ne peut pas finalement se dissocier de l'apport des communautés de pensée, et la pensée militaire en est une pierre d'angle. Cette pensée, en fait, elle permet de mettre en lumière, parfois aussi de s'opposer, parce qu'elle interroge la faisabilité
voir le réalisme des autres composantes. En fait, derrière la pensée militaire, il faut voir quelquefois le côté empirique, le côté pragmatique qui permet de tester ou de mettre en situation. Ça n'en rend encore que plus intéressant les essais où ces formes de pensée se confrontent. Et je vais évoquer un sujet que certains doivent bien connaître dans la salle, la question de la Red Team. Vous savez, ce que l'on fait, qui est animé par l'AID, mais dont la DGRIS a finalement travaille de manière importante. L'importance de la Red Team, elle est intéressante parce que finalement, elle permet de mettre en œuvre une sorte d'approche d'anticipation guidée par, vous savez, ces scénarios de science-fiction. On est en fait à rebours d'une vision classique de la prospective technologique. On va plutôt s'appuyer sur la question de l'évolution technologique et de leur potentiel intrinsèque pour finalement les renverser autour d'adversaires potentiels et l'introduction de modes de pensée originaux. Mais au-delà même de l'intérêt d'avoir ces scénarios d'adversité et de menace, l'objectif, c'est de proposer des capacités militaires disruptives sur les plans opérationnels, technologiques et organisationnels. Et donc, quelque part, on va avoir des équipes qui vont accompagner, qui vont contester, qui vont prioriser. Et c'est ce discours entre les auteurs de science-fiction de la Red Team et les militaires de la Blue Team que justement ce dialogue et cette fertilisation croisée dont je parlais va véritablement s'opérer. Et donc, en grande conclusion, je dirais que le rôle de la DGRIS dans le pilotage des travaux de prospective stratégique et de coordination de ce qui se fait au sein du MINARM, ça s'appuie d'abord sur la mixité des expériences. Les effectifs, oui, sont restreints. À la DGRIS, au total, on a un peu moins de 270, mais on a une forme de droit à la dissonance, peut-être même de capacité à mettre en doute la doxa, de manière finalement limitée. Mais j'aime bien cette phrase d'Andy Marshall, le créateur du Net Assessment, qui peut peut-être collectivement nous aider dans notre réflexion, puisque Andy Marshall disait qu'il s'agit quelquefois de poser convenablement de bonnes questions plutôt que d'apporter d'excellentes réponses à des questions sans pertinence. Et moi, et là je parle en mon nom propre, je crois que la pensée militaire s'intègre parfaitement dans cette réflexion parce qu'elle offre finalement 3 atouts essentiels. D'abord, une capacité à saisir le long terme. Ce n'est pas un hasard si, à mon avis, dans la communauté militaire, il y a tant d'aficionados, pardon pour ce terme-là, mais de l'histoire militaire. Parce qu'il y a cette capacité à mettre en perspective le temps long et le projeter sur soit l'actualité, soit le futur. Le deuxième, c'est que la formation académique, elle s'enrichit par les apports de l'expérience opérationnelle. Et là, c'est encore un atout que l'on ne trouve pas dans le milieu civil. Le troisième point, c'est que vous avez une capacité inédite, et là véritablement propre, à la nature même du métier militaire, de décider dans l'incertitude, ce qui, dans nos environnements de compétition et de contestation, voire demain d'affrontement, paraît crucial. Ce dernier mot, finalement, pour dire que nous ne pouvons nourrir nos ambitions et accompagner nos travaux que si on insiste sur 4 obligations, ou 4 verbes, si vous voulez. D'abord, c'est encourager dans la carrière militaire les moments de pause académique et les contacts avec des environnements civils. Je dirais toujours que McChrystal comme Petraeus ont bénéficié dans leur carrière militaire d'une pause dans laquelle ils ont pu prendre ou reprendre des travaux académiques, ce qui a nourri leur pensée et leur action à certains moments. Le deuxième point, c'est qu'on peut encourager encore les formes d'expression dans des cadres à définir, pas forcément universitaires, et ça se fait ici, par exemple, à l'école de guerre, avec la possibilité d'éditer des travaux et donc de les diffuser. Le troisième point, c'est qu'il faut attirer vers soi des chercheurs civils et les familiariser avec les travaux militaires. Pourquoi ne pas finalement avoir ce genre de partenariat en accueillant avec des apprentis, avec des chercheurs invités, pour les familiariser avec les travaux institutionnels et permettre un meilleur rayonnement. Enfin, développer, et ce matin c'en est une preuve, l'ensemble des forums où ces fertilisations peuvent finalement advenir. Je crois finalement qu'il y a 2 mots qui doivent nous guider pour terminer. C'est d'abord l'originalité, ne pas avoir peur de
penser en dehors de la boîte, comme on dirait, parce qu'il faut lutter efficacement contre des stratégies qui sont marquées par l'ambiguïté et que nous-mêmes, nous devons être capables, dans ces cas-là, d'avoir de l'ambiguïté constructive et de la constance pour aider nos décideurs politiques à saisir à la fois les options de réponse, mais aussi la question des seuils considérés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ministre Larias. On va donc poursuivre maintenant. Alors, vous avez parfaitement mis en lumière cette interdépendance des acteurs, des références croisées, du mélange des différentes visions. Alors, vous avez également cité justement dans votre propos un des acteurs importants de notre colloque ce matin, qui est l'état-major des armées. Donc, je vais laisser la parole au général Breton, qui va nous parler donc, de l'élaboration de la pensée stratégique au sein de l'état-major des armées. Écoutez, bonjour à tous. Merci à Étienne Patry, le directeur du CICDE, de me donner l'opportunité de m'exprimer devant ce cénacle. Juste une petite rectification sur la biographie que Francis Franck a réalisée au début de cette table ronde. Je ne suis plus en charge de l'innovation ni du développement durable à l'EMA. En fait, j'ai cédé mon mandat sur l'innovation à l'été 2020 et sur le développement durable à l'été 2021. En fait, l'idée, c'est que le pôle PSM, le pôle prospective stratégie militaire de l'EMA, c'est une toute petite équipe, hein, on est 7. Et donc, on n'a pas vocation à être fixé sur des sujets. Nous, on est agile, manœuvrier, donc on s'empare de sujets émergents ou orphelins. Donc, c'était le cas sur l'innovation et puis le développement durable. Et ensuite, une fois qu'on les a structurés, qu'on les a organisés, on passe la main. Donc, l'innovation, on l'a récupéré effectivement à l'été 2017 quand le sujet est devenu une cause nationale. Donc on a accompagné notamment la montée en puissance de l'Agence de l'innovation de défense. Et puis on a repassé la main ensuite à la sous-chefferie plan d'état-major des armées à l'été 2020. Et le développement durable, c'est un sujet que moi j'ai fait émerger parce qu'il était orphelin un peu à l'EMA quand je suis arrivé dans mes fonctions à l'été 2019. Et j'ai passé aussi la main donc, cet été. Voilà. Donc, je vais essayer de compléter les propos de mes camarades de table ronde, chevalier de la table ronde, c'est pas ça, en vous parlant de mon côté de la stratégie militaire générale, comment elle est organisée, quel est son environnement. Donc, qu'est-ce que c'est la stratégie militaire générale? Alors, quand je suis arrivé dans mes fonctions, justement, à l'été 2019, comme officier général prospective stratégie militaire de l'EMA, j'ai, comme tout un chacun, essayé de mieux comprendre ce qui était attendu de moi. Et donc, j'ai été pour ça consulter un peu les textes officiels pour savoir ce qu'ils racontaient sur la stratégie militaire. Et à mon grand étonnement, mais j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Si on regarde en fait le document de référence qui organise la défense nationale de la France, à savoir le Code de la défense, qui regroupe l'ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires qui traitent des questions de défense nationale, eh bien, il n'y a aucune référence, aucune définition de la stratégie militaire. Pas un mot dans un pavé quand même qui fait 800 pages en format PDF. Voilà. En revanche, on trouve quelques éléments, mais pas beaucoup, sur la stratégie de défense qui est plus globale dans les décrets qui créent la DGRIS, mais toujours rien sur la stratégie militaire. En fait, curieusement, c'est sur le site web de la DGRIS qui n'a rien d'un document officiel qu'on trouve des choses un peu plus détaillées, mais enfin, vous allez voir, c'est très léger. Qui disent, voilà, je vous ai fait un copier-coller de ce qui est marqué sur ce site web, qui disent que la stratégie militaire générale, c'est un des nombreux volets de la stratégie de défense et de sécurité nationale, qui est interministérielle. Donc un des nombreux volets, au même titre que vous voyez, donc la stratégie industrielle et de recherche technologique de défense, la stratégie patrimoniale et d'aménagement du territoire de défense, la stratégie de ressources humaines, la stratégie financière. En fait, vous retrouvez ici tout le périmètre des activités des grands adjoints de la ministre. On trouve des attributions du DGA, de la SGA. Voilà. Mais il n'y a pas plus de détails sur ce qu'est la stratégie militaire générale. Donc rien. Donc en essayant de comprendre pourquoi les textes officiels
était finalement aussi peu disert sur le sujet. Je me suis rappelé l'expérience que j'avais eue, moi, il y a à peu près 7 ans exactement, quand j'étais auditeur du Centre des hautes études militaires à 2 pas d'ici, et quand j'avais été détaché au HCSC, Higher Command and Staff Course britannique, pendant 4 mois. Et à l'époque, je m'étais étonné de l'utilisation extensive que faisaient nos amis britanniques du mot stratégie, alors que finalement, au CHEM, ou dans les postes que j'avais pu avoir en état-major, c'était un mot qui était finalement assez rarement utilisé à l'époque. Et donc, ça renvoie finalement à ce qu'évoquait Guillaume Lasconjarias dans son intervention, c'est que depuis, je pense qu'on est tombé en fait dans un effet de mode qui nous vient du monde anglo-saxon, qui a gagné le monde de l'entreprise et qui a gagné notre société, et qui s'est répandu dans nos armées. Et maintenant, en fait, on met du stratégie partout, tout est stratégique. Et je crois qu'on a galvaudé la notion. Donc j'ai bien retenu ce qu'évoquait Guillaume, le sens perdu de la stratégie. Quand tout est stratégique, rien n'est stratégie. Hein, c'est ce qu'évoquait une des pensées d'un célèbre chercheur de l'école militaire il y a quelques années. Voilà, donc ça renvoie aussi à l'idée d'accélération qu'évoquait Étienne Patry sur le fait qu'il y a un tempo de la stratégie qui s'accélère, et puis voilà, enfin, tout est stratégique maintenant. Donc ça explique pourquoi, à mon avis, dans les textes officiels, qui ne sont pas tout récents, même s'il y a eu des toilettages, mais en fait c'est des itérations successives, il y a peu de références à la stratégie, et pas du tout à la stratégie militaire générale, tout simplement parce que ce mot-là n'était encore pas très usité il y a encore 5-10 ans. Donc tout ça ne répondait pas à mon problème de mieux comprendre mes fonctions d'officier général prospectif stratégie militaire. Et donc il a fallu que je me fasse ma propre définition du sujet, que j'ai fait valider par le SEMA il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, il y a quelques mois. Et voici la définition que moi qu'on a mis sur pied. Donc d'abord commencer une stratégie militaire, parce que vous voyez, la stratégie militaire générale c'est un peu plus large. Une stratégie militaire, pour moi, c'est une mise en cohérence de voies et de moyens militaires pour atteindre un objectif découlant d'une ambition politique. Voilà. Donc ça, c'est la définition sur laquelle on a convergé. Donc très concrètement, ça veut dire que, alors je vais vous citer un exemple, hein, justement le développement durable sur lequel on a travaillé. Vous voyez, la stratégie de développement durable, moi j'aimais bien ce truc-là parce que finalement on a adapté une méthode qu'on connaît tous plus ou moins en tant que militaire, c'est les méthodes de planification opérationnelle. Et donc on a adapté cette méthode de planification opérationnelle à un cas pas du tout militaire et opérationnel, qui est le développement durable. Et donc l'objectif en fait qu'on s'est fixé, je vous disais, donc une stratégie militaire, c'est la mise en cohérence de voies et de moyens pour atteindre un objectif. Donc l'objectif, c'est l'état final recherché qu'on a défini sur la droite de la diapositive. Donc il est un petit peu long, hein. Normalement un EFR c'est censé être moins long, mais celui-là il était un peu long. Donc on a défini cet objectif, cet EFR, on l'a fait valider par nos chefs, et puis ensuite on a défini des lignes d'opération. Donc vous voyez, c'est 5 lignes, hein, organisation, expertise, etc. Et ces lignes, on les a tirées jusqu'à atteindre cet EFR, cet état final recherché. On les a jalonnées de ce qu'on appelle des conditions décisives, donc des étapes à franchir pour atteindre cet EFR. Voilà. Et donc, on voit bien apparaître cette histoire de mise en cohérence de voies et de moyens pour atteindre un objectif. Voilà. Donc, la stratégie militaire générale, qu'est-ce que c'est? La stratégie militaire générale, je pense que moi, c'est l'analyse qu'on en a fait, là encore, qu'on a fait valider par le SEMA, c'est la somme de stratégies militaires. Donc le développement durable, c'est une stratégie militaire. Donc la stratégie militaire générale, c'est une somme de stratégies militaires. La stratégie militaire générale, pour moi, elle relève du SEMA, qui est quand même le premier des militaires. Et puis, donc, elle s'exprime dans l'ensemble du spectre de ses responsabilités. Donc je vous rappelle, le SEMA, il est
responsable de l'emploi opérationnel des forces, il est commandant des opérations, il est conseiller militaire du gouvernement. Et donc la stratégie militaire générale, ça va être finalement une matrice de transfert de la stratégie nationale de défense et de sécurité. Donc on revient vers ce que proposait la DGRIS sur son site web. Une matrice de transfert de la stratégie nationale de défense et de sécurité, qui est définie, elle, par nature, par les autorités politiques, hein, dans des documents et des enceintes multiples. Donc j'en ai cité quelques-uns, on les a cités à plusieurs reprises aussi durant ce séminaire. Donc les livres blancs, naturellement, LBDSN, les conseils de défense et de sécurité nationale qui sont présidés par le président de la République. Donc c'est quand même le lieu où s'exprime la stratégie de défense et de sécurité nationale. Les lois de programmation militaire, qui sont aussi quelque part des documents de portée stratégique. Et puis également même les comités exécutifs présidés par la ministre ou les comités d'investissement, les CMI, pour moi aussi, ce sont des rendez-vous de la stratégie de défense et de sécurité. Et donc nous, voilà, on doit décliner, on doit transférer, traduire au sein des armées, directions et services les documents, les décisions qui sont validées par ces échelons politiques. Pour dire autrement, en fait, on a la stratégie militaire générale. Pour moi, c'est un assemblage de briques. Des briques qui sont autant de stratégies militaires qu'il y a de sujets susceptibles de mettre en jeu la crédibilité du CEMA et des armées dans leurs responsabilités propres. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est emparé du développement durable, parce qu'on considère que, même si ce n'est pas dans les responsabilités propres du CEMA, en tout cas, vu l'importance du sujet dans notre société, il était important de se mobiliser sur ce domaine. Voilà, donc ce qui veut dire que, très schématiquement, après, on a essayé de cartographier ce mur de briques, là. C'est pas facile, parce qu'en fait, c'est vraiment une mosaïque, hein, de briques. Donc, il y a, très schématiquement, le périmètre de cette stratégie militaire générale, on l'a imaginé en deux volets. Il y a un volet qui est assez chimiquement pur, qu'on a tous en tête quand on parle de stratégie, c'est la géostratégie. Donc, dans cette géostratégie et ses applications militaires, on va y retrouver toutes les stratégies qui ont un lien avec nos engagements militaires. L'évolution de Barkhane, c'en est une. Donc, tout ce qui va se traduire dans les stratégies militaires opérationnelles qui sont définies par la chaîne opération de l'EMA. On va retrouver également dans ce volet-là toutes les déclinaisons militaires relatives aux relations internationales ou aux architectures de sécurité internationale. Pardon, voilà. Donc la géostratégie, c'est un truc assez chimiquement pur. Et puis après, il y a un deuxième volet, qui est vraiment très fourre-tout, qui est vraiment très, très mosaïque, que moi j'appelle des stratégies sectorielles sur des sujets qui sont pas moins dénués d'enjeux pour nous, mais qui sont très très nombreux. Donc je vous citerai pêle-mêle. Donc pour moi, tous les travaux sur la LPM, la loi de programmation militaire, ça rentre dans cette catégorie-là. Et puis leurs ajustements annuels dans ce qu'on appelle la 2PM. Les plans de transformation de nos soutiens, ce sont en soi des stratégies aussi. Donc ça rentre aussi dans cette catégorie-là. La stratégie énergétique et sa déclinaison au sein des armées aussi. La stratégie de développement durable. La transformation numérique au sein des armées, c'est aussi dans cette catégorie. Voilà, la montée en puissance en matière de NRBC, par exemple. Les armées et la jeunesse, un sujet sur lequel on a travaillé récemment justement avec Guillaume lors d'une réunion avec le CEMA. Pour moi aussi, c'est quelque chose qui rentre dans cette catégorie-là. Les réflexions sur notre modèle ressources humaines également. Enfin, voilà, la liste elle est pléthorique. Je ne vais pas rentrer dans tous les sujets. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a autant de sujets, on va y mettre autant de sujets susceptibles de mettre en jeu les responsabilités et la crédibilité des armées et du CEMA. J'insiste sur la crédibilité, parce que je vous dis, le développement durable, ce n'est pas dans la responsabilité du CEMA, mais ça fait bien partie de la crédibilité du CEMA que de s'y intéresser. Ensuite, si on essaie de cartographier un peu l'écosystème de la réflexion stratégique, pour décrire cet écosystème, moi j'aime bien la représentation suivante. Un diagramme selon deux axes, avec en
en ordonner un axe temporel qui reprend une directive interarmée et qui dit que l'anticipation stratégique, elle s'étend sur une période qui court de 6 mois à 2 ans. Et alors que la prospective, elle va au-delà, c'est-à-dire elle va au-delà de 2 ans. Il n'y a pas de butée, enfin, j'ai fixé 30 ans, mais il n'y a pas de butée haute, on va dire. Et puis en abscisse, c'est un axe temporel, un axe thématique, un axe thématique faisant apparaître finalement le volet, enfin, les responsabilités du SEMA, justement, la grosse maille. Donc le volet opération et le volet capacitaire. Et le volet capacitaire au sens dorésien du terme, c'est-à-dire qui reprend les DORES, hein, vous connaissez cet acronyme, donc doctrine, organisation, ressources humaines, entraînement, soutien, équipement. Voilà, donc dans ce diagramme-là, en fait, on va pouvoir positionner toutes les entités, tous les événements qui concourent à la réflexion stratégique militaire générale. Alors vous allez vous voir, ça va vous faire peur, hein, que je vais appuyer sur la slide. Pouf, voilà. Vous voyez, on a affaire à un environnement qui est extrêmement foisonnant. C'est pour ça que je vous présente comme ça. C'est un environnement extrêmement foisonnant qu'il ne faut pas contenir, à mon sens. Je ne vais pas rentrer dans toutes les bulles, hein, dans le détail de toutes les bulles, sinon on ne s'en sortira pas. Donc un environnement qu'on a du mal à contenir, qu'on a du mal à piloter, d'ailleurs, parce que d'ailleurs, on n'a pas la main sur toutes ces entités. Hein. On retrouve nos think tanks, on retrouve les travaux de la DGRIS, présents ici. Mais c'est un environnement sur lequel on doit absolument capitaliser et s'appuyer pour nourrir notre réflexion. Et donc, alors dans le même esprit, alors c'est une diapo que j'ai empruntée au CICDE. Hein. Voilà, on a cet atome aussi de ces électrons là qui très instables, voilà, qui montre bien aussi la profusion d'entités qui quelque part concourent à la réflexion prospective stratégique et concourent aussi à notre analyse de la réflexion, enfin de la stratégie militaire générale. Voilà. Voilà, donc entre parenthèses, moi quand pour mes officiers, mes petites poignées d'officiers de mon équipe, moi, les qualités que je leur demande, c'est des qualités relationnelles, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit et de la capacité de synthèse. En gros, c'est être capable de faire du réseau dans tout ce monde, dans tout cet univers, faire du réseau et d'en tirer les informations utiles et intéressantes. Voilà, donc ensuite, comment cette stratégie militaire générale elle est organisée au sein de l'EMA. L'idée maîtresse que je veux défendre là, c'est que la réflexion prospective et stratégique à l'EMA, ce n'est pas l'exclusivité d'un petit nombre. Pour vous en convaincre, voici l'organigramme de l'EMA. Alors, pourquoi je vous montre cet organigramme illisible? C'est pour vous faire prendre que le pôle prospective stratégie militaire que je dirige, c'est une toute petite entité cerclée en haut à droite, là, vous voyez, sur la diapo. Donc c'est tout petit rapporté à la taille de l'EMA. Et donc à l'EMA, dans un état-major qui se veut de direction, de conception et de réflexion stratégique, eh bien la stratégie, si on a l'acceptation que c'est plein de choses, la stratégie c'est l'affaire de tous en fait, c'est l'affaire de tous. Donc les chefs de division, les chefs de projet que vous voyez en râteau là, sur la partie inférieure de la slide, eh bien c'est bien aussi à eux d'être les porteurs des stratégies. Je pense que la division organisation ressources humaines de l'EMA, tout ce qui concerne la réflexion stratégique en matière de ressources humaines, c'est à eux de la mener. C'est à eux de la mener, par exemple. Voilà, donc chacun dans son domaine d'expertise doit faire émerger cette réflexion stratégique. Eh bien, je dis encore une fois, c'est bien le rôle premier de l'état-major des armées qui se veut un état-major de niveau stratégique. Voilà, donc il y a quand même, ouais, donc à ce titre-là, oui, tous les rendez-vous avec le SEMA, avec le major, sont des occasions pour recueillir des orientations de portée stratégique. Voilà. La réunion qu'on avait avec Guillaume Lasconjarias et le SEMA il y a une dizaine de jours sur un sujet, les armées et la jeunesse, on en a sorti des orientations de nature stratégique, comment faire pour s'adresser davantage à la jeunesse et diffuser l'esprit de défense. Voilà, donc
Nos chefs ont des agendas qui sont très pleins, donc il faut vraiment, aller chercher les orientations. Il y a toutefois quelques rendez-vous un peu plus stratégiques, on va dire, mais qui sont dédiés à ça, qui sont le GAS et le GOSM. Le GAS, c'est le groupe d'anticipation stratégique, et le GOSM, c'est le groupe d'orientation de la stratégie militaire. Donc le GAS et le GOSM sont tous les deux organisés 2 fois par an. Donc, ils sont présidés par le SEMA. Autour du SEMA, on va retrouver les chefs d'état-major d'armée, tous les sous-chefs de l'EMA, les directions des services, pardon, les directions des services interarmées, les organismes interarmés, DRM, CICDE, le COS, le service du commissariat des armées, le service de santé, etc. etc. Donc, et puis il y a des invités aussi, puisqu'on ouvre, le GAS et le GOSM sont systématiquement ouverts, on invite systématiquement Madame Guiton, la directrice de la DGRIS, et puis en fonction des sujets, la secrétaire générale pour l'administration, et puis le DGA également. Donc le GAS, lui, le groupe d'anticipation stratégique, il est centré sur les opérations. L'idée, c'est de recueillir les orientations du SEMA pour orienter les travaux sur les stratégies militaires opérationnelles. Sont discutées aussi, sont définies les priorités de renseignement militaire lors des GAS. Également les priorités en matière de relations internationales. Voilà, donc le GAS, c'est l'anticipation, ça va porter 6 mois, 2 ans. Si vous vous rappelez la diapositive que j'ai montrée tout à l'heure. Et le GOSM, lui, c'est un spectre beaucoup plus large. Il n'est pas centré sur un sujet donné, alors que le GAS, je dis, c'est les opérations. Le GOSM, on peut y traiter n'importe quel domaine d'intérêt stratégique, et une vocation à regarder un peu plus loin que les 2 ans. Quelques exemples de sujets très divers qu'on a pu traiter ces dernières années. Donc, les 2 derniers GOSM, par exemple, il y en a un qui a porté sur la singularité militaire et l'autre sur la bataille dans le champ informationnel. Vous voyez, très très divers. Et le prochain GOSM, ce sera sur le combat multi-milieu, multi-champ. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Ce GAS et GOSM, c'est que 2 rendez-vous par an. Enfin, donc, au total, ça fait 4 si on additionne GAS et GOSM. Bon, vous voyez que ça ne suffit pas objectivement à structurer la réflexion stratégique à l'EMA. Donc, besoin de faire des réunions, enfin de toutes les réunions, notamment avec le SEMA et avec le Major Général, des réunions à vocation stratégique. Voilà, donc en fait, la réflexion, la stratégie militaire générale à l'EMA, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain. En fait, il faut qu'on en fasse tout le temps. Voilà. Je conclurai sur mes propos. Merci. Merci de votre attention. Merci mon général. Donc il complète merci beaucoup pour cette présentation. Donc il complète cette table ronde numéro 1 de ce matin. Nous sommes arrivés donc au terme de cette première table ronde, modulo une petite séquence questions-réponses, puisque pour l'instant, et je vois que du côté du chat, ça s'anime un peu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne 10 petites minutes, on a 10 petites minutes de retard, mais c'est pas grave, pour échanger ou intervenir ou réinterroger nos panélistes ce matin sur l'une ou l'autre des problématiques que vous souhaiteriez aborder ou voir préciser. Voilà, qui veulent ouvrir le débat. Bonjour, Thomas Réglet, donc moi je suis directeur de la prospective et réserviste opérationnel depuis 7 ans. J'ai une question, c'est plutôt un frein et un risque. On voit souvent, notamment dans le monde de l'entreprise, quand on parle des nouveaux concepts, notamment américains, on entend souvent la critique, c'est encore un effet marketing, c'est du buzzword. Et le risque derrière, c'est la course à l'épuisement financier pour toujours essayer de rattraper les concepts très coûteux américains. Donc comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, parce qu'il y a des idées qui sont bonnes, sans tomber dans à la fois les critiques que je viens d'évoquer, qu'on entend fréquemment, c'est du buzzword, c'est du marketing, c'est de la ressourcer, comme vous disiez un petit peu, et ne pas s'épuiser à tort, financièrement. Alors, moi je peux vous proposer d'éclairer ce sujet, c'est un super. On a aussi le général Adam, chef de la division cohérence capacitaire de l'EMA, qui pourra peut-être compléter mon propos, mais on voit bien qu'on a un problème. C'est que les champs de conflictualité, ils s'étendent.
s'étendre de manière continue au fur et à mesure que les activités humaines accueillent de nouveaux domaines. Jadis, la conflictualité elle s'exerçait dans le domaine terrestre, maritime, après ça est arrivé le domaine aérien, le nucléaire. Maintenant, le cyber, l'espace finalement, qui devient un champ où les activités humaines se développent, c'est devenu voilà, un champ de confrontation à part entière, on l'a vu encore la semaine dernière. Le champ informationnel, le lawfare, qu'est-ce que le cyber-warfare, en fait, qui est une extension du domaine maritime. Mais vous avez raison, c'est aussi une extension dans les profondeurs, en tout cas. Bon, voilà, en tout cas, on a une toile de la conflictualité qui s'élargit en permanence. Et le problème, c'est que nous, on a un peu de peinture pour couvrir cette toile qui grossit, certes, mais pas au même rythme. Voilà, donc ça nous oblige à maintenir des trous dans le champ de conflictualité ou à étaler la peinture de manière excessive au point d'avoir des capacités qui sont échantillonnaires. Et donc ça pose un problème. Sachant que parallèlement à ça, on vit quand même la fameuse loi de Augustine que vous connaissez tous. La loi d'Augustine, pour ceux qui... Augustine, c'était un patron de Lockheed Martin dans les années 70 et qui faisait le constat que le coût d'un avion de combat augmentait de manière exponentielle. Et donc, en extrapolant, il disait, voilà, les Américains, les États-Unis n'arriveront à se payer qu'un seul avion pour l'Air Force, la Navy et puis le corps des Marines en 2054. Donc il dit, voilà, il faut arrêter ce phénomène-là. Et malheureusement, même si bon, la pente n'est peut-être pas exactement la même, on a quand même cette tendance qui est présente et qui a un vrai souci. Donc, comment traiter ce dilemme, couvrir cette extension avec des coûts qui augmentent? Je vous renvoie là-bas justement vers les industriels. On a besoin d'équipements moins chers. Parce que là, à la fin, de toute façon, s'il n'y a plus qu'un seul avion de combat, pour la France, ce sera zéro. Ce sera zéro pour la France. Et vous perdrez votre business. Donc, non, il y a besoin de se poser la question à chaque fois maintenant de l'opportunité du high-tech, réfléchir au low-tech aussi. Enfin, ce qui n'est pas facile parce qu'on a joué la polyvalence. Et maintenant, il y a peut-être besoin quand même de repenser un peu tout ça. Mais je n'ai pas de solution clé en main. Enfin, on discute souvent avec le général Adam. C'est quelque chose de pas simple. Mais la balle aussi dans votre camp. En fait, il y a une triple problématique. La première, c'est, je reprends ce qu'on dit dans l'acte de solution stratégique. Le premier phénomène, c'est la rupture technologique qui fait qu'il y a un déclassement très net entre les États-Unis et le reste du monde. Prenez le dernier classement sur tout ce qui était les grandes nations cyber qui était fait par IIS. On voit en fait que les États-Unis sont... C'est même pas de la tête et des épaules, c'est quasiment il y a tout le corps hein, et le reste des nations. D'ailleurs, on est encore... D'ailleurs, eux, ils sont déjà rentrés dans l'âge industriel, quand nous, on est à peine en train de sortir de l'âge de pierre. C'est caricatural, mais on en est presque là. Donc ce déclassement technologique est compris au sein d'une même alliance. C'est un véritable problème, parce qu'en fait, il y a une espèce de stretch thin qui est une vraie difficulté, et le G1 le rappelait, dans le même temps, il y a un nivellement opérationnel. Je pense qu'à mon avis, la clé, et là c'est simplement moi qui l'analyse, le G1 Breton vient de le rappeler, il y a un point essentiel, c'est que dans certains cas, on peut aussi, et c'est le choix chez certains de nos alliés, de faire non pas de l'obsolescence un défaut, mais une vertu. C'est-à-dire que quelquefois, peut-être qu'il faudrait qu'on explore, je sais que ce concept est très exploratoire, mais une notion d'obsolescence choisie plutôt que d'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on peut avoir des outils qui, finalement, restent performants et ont une capacité de performance encore acceptable sur un temps long. Et ça marche aussi chez nos adversaires et chez nos compétiteurs. Regardez, un point essentiel, le nombre de chars de bataille aujourd'hui en Europe. Alors je sais bien peut-être que le concept même de chars de bataille peut être discuté, mais regardez combien de chars disposent les Russes. Combien de chars disposent les Turcs? Combien de chars disposent les Grecs?
bout d'un certain temps, c'est peut-être que la quantité n'est pas forcément, ce sont le mot qu'on prêtait à Lénine, hein, la quantité est aussi quelquefois une qualité en soi. Et puis le dernier point, c'est que si on ne choisit pas de choisir à un moment ou à un autre, on se condamne à ce que les autres choisissent pour nous. Et je crois que quelquefois, il faut accepter peut-être le risque, et c'est peut-être quelque chose qu'on n'est pas capable aujourd'hui de choisir, ni du côté industriel et encore moins du côté des armées, parce que le politique refuse justement cette question du risque. Or, c'est peut-être une question à ressaisir. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels il faudrait une plus grande part de risque? Le problème, c'est que qui dit plus grande part de risque, dit plus grande part de laisser passer le ou la technologie, le ou le domaine dans lequel justement on ne peut pas se faire. C'est une question de... c'est pour ça qu'en fait on travaille. On essaye de limiter les dangers. Alors, il y a un point qui est intéressant pour rebondir sur ce que le général Breton et Guillaume ont dit sur les Américains et ce déclassement, je dirais même, je pense que c'est le coup qui s'accélère parce que quand on suit la politique de défense américaine et la stratégie capacitaire américaine depuis 25 ans, on est frappé, on peut être encore surpris depuis 5 ans ou 6 ans par l'accélération phénoménale dans laquelle les Américains sont. Je donne un seul exemple pour matérialiser l'affaire. Les Américains pensent leur stratégie capacitaire, au départ c'est une route. Une route avec des gros camions, c'est les programmes qui vont à 15 ans. Il y a une dizaine d'années, 15 ans, ils ont formalisé une route à 2 voies. C'est-à-dire qu'il y avait les gros camions, il y a les petites voitures qui le doublent très vite, c'est les urgences opérationnelles à 6 mois. Et puis, depuis 5 ans, ils ont mis une autoroute à 3 voies. Alors, vous avez les gros camions, les petites voitures à 6 mois, et au milieu, vous avez la mid-lane, tout ce qui est mid-tier acquisition, c'est-à-dire des programmes qui sont développés à 5 ans, soit en rapid production, soit en arrivant en TRL 6-7, sur des capacités donc à 5 ans. Un tiers des programmes, non, peut-être pas un tiers, il ne faut pas exagérer un tiers, mais 25% par exemple des programmes de l'Army, des 31 priorités de l'Army, 25% c'est du rapid developing, du rapid fielding. Et vous avez, par rapport les décisions qui ont été prises, tout ça a été verrouillé par le Congrès, etc. Depuis 2016-2017, vous allez avoir une avalanche d'annonces sur 2022-2023 de nouveaux systèmes qui arrivent. Les Américains mettent le paquet parce qu'ils se sentent en danger de remise en cause de leadership par la Chine. C'est tout. Voilà. Donc à Paris, donc il y a une accélération phénoménale qu'on n'a jamais vue depuis, on va dire, Airland Battle et les conséquences capacitaires dans les années 80. Et donc il y a un découplage qui va être de plus en plus fort. Ça étant en même temps, et c'est pas contradictoire, l'effet d'échelle américain leur permet de penser le low cost et le high low mix. C'est, comme vous le savez, un leitmotiv de l'Air Force et maintenant des autres services, mais de l'Air Force depuis 10 ans. Et donc, leur effet d'échelle leur permet de penser les différenciations en termes de ressources humaines, de prépa-ops, de choses comme ça, qui pour nous est mécaniquement beaucoup plus limité. Mais pour eux, ils peuvent le penser. Et c'est pour ça que les Américains sont en train de penser également le low cost en avance sur tout le monde. C'est-à-dire le low cost efficace. Et avec il faut bien le dire, quand vous regardez chez nous, dans notre monde institutionnel, mais également dans le monde industriel, vous le savez bien, des fois des réticences à aboutir sur des idées, à percer sur ces domaines-là. On dit, regardez, les drones de Kratos, ça fait rien, c'est nul, etc. Oui, mais justement, c'est en complémentarité avec les exquisite platforms, comme les Américains disent. Il y a bien un système qui est en train d'émerger, et sur lequel, et dans tous les milieux, je prends les drones Kratos pour le domaine de la puissance aérienne, mais dans tous les milieux, les Américains sont en train de penser en même temps les deux, il n'y a pas de contradiction. Et enfin, pour les concepts, il ne faut pas oublier, il faut analyser d'abord ce que représente vraiment le concept. Et il faut faire un effort intellectuel, un surcroît d'effort intellectuel par rapport à ce qu'on fait souvent, où on associe tout, le concept c'est ça. Ah ben c'est sûr que si on l'a, on se prive de l'idée. Des fois, c'est pas ça. Ça, c'est ce qui a été rajouté dans le débat. Le concept, c'est telle chose très précise, et ça, on peut le mettre en œuvre ou pas à notre niveau. Il y a un effort vraiment de filtrage intellectuel à faire, et très souvent, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on aime bien les emphases stratégiques, on aime bien les conclusions toutes faites sur ce que font les Américains. Ça, c'est ça, multidomaine, c'est ça, EPO, c'est ça, etc.
Non, en fait, en bout du compte, c'est ce qu'on on prête à ça. Mais en réalité, techniquement, ça recouvre ça. Et ça, on peut le mettre en œuvre de telle manière ou pas, ou autre, etc. etc. Mais derrière les développements technologiques, j'aimerais revenir quand même sur quelque chose moi, qui m'interpelle. C'est qu'aujourd'hui, je reprends les Guillaume, mais c'est vrai que l'émergence technologique, finalement, c'est pour prendre moins de risques, pour avoir moins de morts, c'est aussi ça. Et la question que je pose, c'est l'Afghanistan. Le cas de l'Afghanistan, aujourd'hui, on a une puissance technologique immense. Le résultat de l'Afghanistan, quand même, voilà, ça interroge, ça interpelle. Quelle est votre analyse sur la question? Alors moi, mon général, Guillaume, je pense que, comment dire, alors, moi, je séparerais complètement les deux aspects. C'est-à-dire que l'Afghanistan, c'est le résultat de notre inaptitude, c'est le résultat de deux choses, en fait, d'une combinaison de cultures. La culture en tant que nationale et institutionnelle. La culture de la can-do approach, qui ont beaucoup de militaires, et aussi dans le monde anglo-saxon, de façon genre, les Américains, les anglo-saxons, on peut le faire. La culture des diplomates, qui transforment des impossibilités en défis à relever. Non, on ne peut pas sauter sur la Lune, c'est pas possible. C'est pas, on peut toujours dire, c'est un défi de sauter sur... Non, c'est pas possible. Eh ben, il y a en stratégie, on le sait très bien, il y a des lois de la gravité qui s'appliquent, et dans ce qui est faisable et dans ce qui n'est pas réalisable. Et l'Afghanistan, on s'est payé de mots. Tous les experts, il y a un problème d'expertise, il y a un problème de prise en compte de l'expertise réelle des experts de zone. Tous les experts, nous depuis en 2003, en 2004, les experts, les gars qui revenaient, qui avaient bu le thé avec toutes les tribus pashtunes pendant 20 ans, amoureux du pays, ils vous expliquaient tous en 2004 qu'on allait dans le mur et que ça ne marcherait jamais. Jamais. Le problème c'est que, ah oui, très bien, et d'ailleurs, c'est pas que l'Afghanistan, sur d'autres théâtres. En gros, moi je fais la distinction, il y a 36 façons de distinguer les opérations, les campagnes. Une des façons de le faire, c'est de distinguer les projets stratégiques de structuration et les projets stratégiques de déstructuration. Le projet stratégique de déstructuration, c'est la guerre classique, on casse tout, on envahit, on tue, enfin bref. Il y a les projets également astratégiques, on n'a pas les opérations de sécurisation, etc. Les projets stratégiques de structuration, sous-entendu politique, eux, en réalité, on essaie de structurer quelque chose, on essaie de structurer un environnement et on n'y arrive jamais. Quand vous regardez les trois engagements de structuration qui ont fonctionné en 20 ans des Occidentaux, il y en a eu 3, il n'y en a pas eu 36. Il y a eu les Balkans, enfin principalement la Bosnie, il y a eu la Côte d'Ivoire et il y a eu la Sierra Leone. Dans les 3 cas, ça a marché. Pourquoi? Parce qu'on a accompagné un mécanisme de stabilisation développé par les acteurs de zone préexistants. À partir de là, la force a joué le rôle, en gros, à lever les obstacles à la réalisation de ce mécanisme de stabilité. Dans tous les autres cas, on a des résultats très incertains, mitigés, voire catastrophiques, parce qu'on prétend justement dicter, et ça en termes de pensée opérationnelle c'est intéressant, on prétend dicter, je dirais, le façonnage d'un environnement politique local et on n'y arrive jamais, ça ne marche jamais. Et dans la conception des modes d'action, dans la conception des stratégies, on part d'un cadre, on présuppose qu'un mode d'action bien articulé, avec un ensemble d'acteurs qui marchent tous très bien ensemble, l'approche globale, avec des moyens qui arrivent au bon moment, pas trop mais juste ce qu'il faut, la force utilisée de façon, etc., etc. Si on met tout ça, si on aligne les planètes, ça marchera. Eh bien non, ça ne marche pas parce que c'est le cadre qui prime. Et ça, c'est un enseignement. Alors dit comme ça, tout le monde va dire, oui, évidemment, bien entendu, on enfonce des portes cochères ouvertes, sauf que dans la pratique, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Confère les plans de campagne, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais confère les plans de campagne sur certains autres théâtres, on se rend compte qu'il y a des écarts de cohérence monumentaux. Et le problème, c'est dans le SWOT, en processus de planification et en processus d'assessment de campagne en conduite, c'est-à-dire, il y a un moment, il y a le SWOT de l'assessment fait par Laurence ou par l'extérieur, etc. Ça veut dire quoi en termes de conclusion? Et le SWOT, c'est ça, on ne peut pas faire. À partir de là, qu'est-ce qu'on décide? Rien que de poser le problème dans ces termes, mais ça, on est sur des boulets, comment dire, des jets institutionnels. Et ça, en fin de compte, ça, quels que soient les moyens, on pourra avoir 3 fois l'armée américaine, ça ne change rien. Enfin, ça, voilà. Là, je vous donne mon opinion. D'accord. Voilà, donc
On a pris un tout petit peu de retard. Je voudrais quand même qu'on prenne une toute petite question qui nous a été posée par le chat. Donc, je vais demander à Estelle de faire le porte-parole, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, messieurs les panélistes. Une question qui nous vient de l'armée de l'air et de l'espace, initialement routée vers monsieur Gros. Que faudrait-il changer dans l'outil français pour mieux influencer ou à minima plus peser sur les débats et la pensée de nos alliés? Bon. Je sais que ça a été partiel. Enfin, il y a quand même déjà des éléments de réponse. La réponse qui a été Oui. donnée au cours des échanges, mais si vous Déjà, souhaitez oui. compléter, ben, même tous. Hein. Déjà, je pense que, comment dire, mon général... Je pense qu'effectivement, il y a structurellement, il y a des choses. Structurellement, il y a des choses. On aura du mal à comment dire, à percer un certain nombre de plafonds de verre. À mon sens déjà. Donc il faut, comment dire, là encore, il y a de l'expectation mitigation en bon français, hein, comment dire, à faire. C'est-à-dire on est ce qu'on est, et on est français, les anglo-saxons sont anglo-saxons, sur le plan psychologique, sur le plan conceptuel. Et donc à partir de là, les choses ne vont pas se transformer. En revanche, il y a à mon sens systématiquement à rechercher, compte tenu de ces limites structurelles, y compris psychologiques, hein, il y a effectivement la plus grande production en anglais. Et ça, on doit tous balayer devant notre porte, nous y compris, hein, nous y compris à la FRS, hein, il y a des tas de trucs qu'on pourrait 10 fois améliorer. L'IFRI, d'ailleurs, dans le monde des think tanks, l'IFRI le fait beaucoup mieux que nous, typiquement. Alors ça dépend des think tanks, donc l'IFRI le fait très bien, la FRS beaucoup moins bien. Et là, je plaide vraiment pour, voilà, je balaye devant ma porte, hein, comment dire, dans les travaux, dans ce qu'on peut avancer, voilà, en anglais tout particulièrement. Et puis il y a systématiquement, mais ça vous le savez bien les uns les autres, dans les cénacles dans lesquels vous êtes. Alors, bon, typiquement l'armée de l'air et de l'espace, alors là on est à une des acteurs les plus performants en la matière. C'est de monter en fin de compte des combinaisons, mais des stratégies simples, c'est pas des usines à gaz, mais avec les acteurs les plus influents. Et avec des acteurs qui vont avoir plus des stratégies indirectes et avoir des masses critiques. Typiquement, c'est bien dans les travaux, ce que j'évoquais tout à l'heure, le plus possible sur le plan intellectuel, puisqu'on a une culture opérationnelle la plus proche d'eux, le plus possible combiner des trucs avec les Britanniques quand c'est possible. Typiquement, ce genre de choses. Parce que très souvent, les Britanniques avancent des tas de choses, ils vont avoir très souvent des gens très brillants sur le plan intellectuel, mais il y a des tas de trucs auxquels ils n'ont pas pensé. Et donc à partir de là, il y a des combinaisons à faire et à élaborer, je pense, beaucoup plus. Justement, il y a ça, la production en anglais, effectivement. Il y a après le reste, vous le savez mieux que moi, notre influence, elle va porter beaucoup plus sur, en fin de compte, le rétexte de nos engagements et de ce qu'on fait sur le terrain, de ce que vous faites sur le terrain. Ça, c'est en fin de compte ça l'effet de levier le plus important, plus que sur le plan intellectuel, pas pour le plan conceptuel. J'ajouterais en fait 3 choses. La première, c'est que, Philippe vient de le dire, la question de l'influence, et l'influence, elle se joue sur notre crédibilité à l'international, à occuper nos postes et à y envoyer la meilleure personne au meilleur endroit. Donc il y a une question d'identification aussi des ressources que l'on va mettre dans les enceintes internationales pesées. Alliance, opération, état-major, etc., etc. Deuxième point, c'est effectivement la question de la production. Et quand on écrit nos documents, et c'est le cas pour la DGAIS, lorsqu'on a fait l'actualisation stratégique, avant même d'avoir la version finale, on a pris contact avec nos pays partenaires les plus proches, nos alliés, des organisations, pour avoir le retour, pour être certain que le document que nous allions rédiger n'était pas, on va dire, orthogonal. Parce qu'en fait, on ne peut pas peser et avoir une influence si on est en fait orthogonal. Ça paraît presque de la logique, mais il faut qu'il y ait à la fois un effet d'originalité, mais en même temps, on ne peut pas non plus sortir du prisme. Troisième point, et là c'est peut-être une tentation, qui est une tentation, je vais dire, des institutions militaires et puis nos alliés, nos partenaires faire des choses, c'est la question de la classification. Les choses les plus intéressantes, hein, c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, elles sont classifiées. Parce que finalement, c'est ce qui nous concerne le mieux. Or, quand on veut vraiment peser et quand on veut vraiment être capable de discuter, il faut avoir quelque chose à mettre dans la balance et on ne peut pas mettre de l'eau tiède dans la balance. Donc il faut être capable de jouer, et là c'est véritablement, et on
on revient sur la nature politique même de ces échanges, c'est vraiment dans ces moments-là où on est capable d'articuler la finesse de la pensée avec le jeu politique pour obtenir derrière un effet. Et pour ça, l'ensemble, c'est qu'est-ce que l'on veut faire, avec qui, dans combien de temps, avec quel délai, etc. etc. Et puis surtout, un assessment très critique. Et là, je vais parler pour ma propre paroisse, mais on doit être capable, quelquefois, de sortir du spectre, de se dire, ben voilà, les grandes orientations sur lesquelles on réfléchit, les grands partenariats que l'on a élaborés sur tel ou tel programme, sur telle ou telle dimension, et ben on doit être aussi capable de les challenger, de se dire, voilà, est-ce que ce qui est vrai à l'instant T sera toujours vrai à T1, T2, T3 ? C'est un véritable... Et donc il y a un effort d'honnêteté intellectuelle à avoir. Ça, quelquefois, c'est difficile parce que les institutions ne sont pas les lieux où le courage, quelquefois, est le mieux représenté. Moi, j'ajouterai juste la parole. Compléter, donc, le MA et le Sénat pensent que vis-à-vis de nos partenaires, on doit développer la notion de solidarité stratégique. Et la solidarité stratégique, elle nous amènera naturellement à l'autonomie stratégique européenne. Donc la solidarité stratégique, ça veut dire en gros mieux comprendre les intérêts, les préoccupations de nos partenaires, ne pas se focaliser uniquement sur notre relation bilatérale avec les grands, penser aussi aux petits pays. Voilà, donc c'est sortir de notre posture qui est toujours marquée un peu par la suffisance et l'arrogance. Donc c'est tout un tout, quoi. C'est une somme de petites choses qui fera que on arrivera à être plus influent, mais c'est un long parcours qui vise à créer en fait de la confiance dans la durée. Et parmi ces petites choses, si je peux me permettre, il y a Il nous reste 30 secondes. Il y a deux mots. Il y a celui également de la constance dans les projets. Il y a très souvent, on commence des trucs, et puis après, on tourne la tête, on fait autre. Et puis il y a le truc qu'on a tous rencontré, dont on travaille en équipe, c'est dans le MIC ou ailleurs, etc., c'est celui de la cohérence entre nous. C'est-à-dire qu'on a beau être pas très nombreux, il y en a un qui fait ça, il ne sait pas que le boss là-dessus, et puis il ne sait pas que le troisième. On se retrouve le vendredi soir avant de discuter, on n'a pas préparé. Chacun a bien bossé dans son coin avec plein de bonnes idées, mais les Britanniques, ils ont déjà fait 3 réunions avant avec le même nombre de gens, parce qu'il y a une question de priorité encore que tout. Qu'est-ce qu'on priorise comme effet d'influence sur quel dossier, etc., etc. Il y a ça aussi, qui est en permanence qui se pose les structures. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Donc, ces échanges montrent effectivement le caractère vivant de ces problématiques de stratégie, de prospective, de pensée militaire. Ce que je vous propose dès à présent, c'est une petite pause de respiration. Et on se retrouve d'ici 10 minutes, un quart d'heure, pour aborder la deuxième table ronde, qui sera modérée par Lissam Rademacher. Merci beaucoup.